entreprises. Nous avons Laurent Rich, vice-président de l'agglomération de Mulhouse, et moi-même, au titre de la région Grand Est, le plaisir de vous dire simplement un mot de bienvenue. Nous avons choisi dans le programme de ce salon d'engager un certain nombre de conférences, celle-ci spécifiquement, puisque la collectivité régionale, avec un certain nombre de partenaires et tout le Grand Est aujourd'hui, a engagé son tissu industriel dans une transformation dite usine du futur, transformation numérique, j'allais dire de grande ambition, extrêmement volontariste. Donc nous sommes sur aujourd'hui un dialogue qui nous permet de voir quel est le chemin qui reste à accomplir, parce que c'est un chemin encore extrêmement long. Nous ne serons jamais assez nombreux pour j'allais dire, atterrir sur ces questions-là, et on s'était dit que le mieux, c'était d'entendre les experts du domaine pour essayer d'inspirer la politique publique et puis d'inspirer les industriels qui aujourd'hui se questionnent sur quel est le chemin à prendre pour arriver vers une transformation numérique dont aujourd'hui pas grand monde sait la définir, et c'est, j'allais dire, l'anticiper pour l'avenir. Voilà un peu le cadre très rapide, mais nous avons un spécialiste qui va nous dire les choses beaucoup mieux que moi. C'était un simple mot de bienvenue et de vous dire pourquoi ce genre de conférence dans un salon qui est dédié à l'industrie du futur. Donc je vais proposer à nos intervenants, à notre animateur, M. Maujean pour les Échos, M. Meili pour Niji, je n'ai pas fait d'erreur, M. Laurin pour Bosch, de nous rejoindre. Je vous laisse évidemment la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lila, merci Laurent. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je suis donc Guillaume Maujean, rédacteur en chef aux Échos. Je suis très heureux de participer, d'animer cette table ronde consacrée à la transformation numérique. On a une journée très tech aujourd'hui. Évidemment, quand on parle d'industrie du futur, on va parler cybersécurité cet après-midi, on va parler Internet des objets, on va parler intelligence artificielle, mais cette table ronde, elle est donc consacrée à la transformation numérique. Alors, transformation numérique, c'est très large, hein, vous le disiez Lila, c'est un mot un peu fourre-tout qui englobe beaucoup de choses. Nous avons ce matin, notamment dans la salle, un public de leaders diagnostiqués, hein, des représentants des entreprises du Grand Est qui sont déjà résolument engagés dans une démarche d'industrie du futur. La transformation numérique est donc certainement une réalité pour vous tous, mais une réalité différente pour chacun d'entre vous. C'est un enjeu technique évidemment, mais c'est aussi un enjeu fonctionnel, un enjeu qui embrasse toutes les questions d'organisation et qui concerne autant les hommes et les femmes que les processus et les machines. Alors pour en parler, nous avons voulu mettre en avant d'abord une entreprise bien connue en Allemagne et en France, c'est la société Bosch, une entreprise modèle en la matière, et nous allons faire avec elle une sorte de retour d'expérience. Nous allons voir comment ces usines se sont transformées et quelles leçons on peut tirer, vous pouvez tirer de cette expérience. Et puis nous aurons le regard d'un éminent spécialiste du sujet de la transformation numérique. Nous allons partager avec lui les best practices quand il s'agit de transformation de son entreprise sur le plan technologique et numérique. Nous allons voir comment on passe concrètement de la bonne idée à la réalité du business. Alors c'est pour ça que j'appelle à me rejoindre sur scène Pascal Laurin de la société Bosch et Hugues Meili de la société Niji. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc commencer avec vous, Pascal Laurin, directeur Industrie 4.0 pour Bosch France et Benelux. Alors, l'Allemagne, elle est évidemment précurseur quand on parle d'industrie 4.0 ou automatisation des usines. Bosch a déployé sa stratégie sur ses différents marchés et dans ses 250 usines à travers le monde. Il est le premier industriel allemand en France, il me semble. Pascal Laurin, nous avons la chance de vous avoir pour que vous présentiez la transformation de l'entreprise et son déploiement 4.0. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci là pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de BI 40 ou BI 4.0 pour ce pitch que je vous propose ce matin. Donc ce que je vous propose de partager avec vous, c'est bien sûr un retour d'expérience, pas parler techno, puisque la techno, je pense que vous avez beaucoup d'exposants qui sont en mesure de vous présenter, mais vous présenter plutôt un retour d'expérience et pourquoi Bosch, nous sommes partis vers le 4.0, vers l'industrie du futur, et pour convaincre, si ça ne l'est pas encore, et je pense qu'on en parle maintenant depuis des années, de basculer vers ce monde-là, ce monde merveilleux, je dirais, qui va redynamiser et qui redonne envie, on va dire, aux industriels d'aller de l'avant. Alors, par rapport au groupe Bosch, bon, vous connaissez bien sûr l'entreprise, est à la frontière allemande, il n'est pas très loin, le siège est à Stuttgart. Donc c'est une belle entreprise de 400 000 personnes, 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est pas 450, c'est 280.
Voilà, 280. Mais c'est moi qui ai dû faire une erreur quand on échange ensemble. Alors ça, c'est pas pour dire on se pose et on est là. On est peut-être grand, mais aussi on est en danger. Et le 4.0, en fin de compte, le digital, il vient d'abord de là. Pourquoi Bosch on va vers le digital, c'est que nous sommes en danger. Quand je prends cet air grave, c'est puisqu'on souhaite rester en vie. Vous connaissez tous l'effet Kodak qui s'est passé il y a déjà pas mal d'années. Eh bien, on a toujours cet esprit-là au niveau de Bosch. Eh bien, on peut, même si on a d'excellentes fondations, avec cette transfo digitale, on pourrait être en grande difficulté. Et bien, pour preuve, c'est pas du tout le débat du jour, nous sommes, par exemple, qui n'a rien à voir, mais nous sommes en grande difficulté par rapport au diesel, et on se rend compte qu'il peut se passer des choses très rapidement, et que les choses peuvent, on va dire, basculer très rapidement. Pour revenir sur le sujet digital, le Bosch, nous sommes, on va dire, une entreprise qui vient plutôt du hardware. Nous avons 280 usines, nous sommes un vrai manufacturier. À peu près sur les 400 000 personnes, près de 60% travaillent directement en usine, donc on est un vrai manufacturier. Et on vient, comme j'ai évoqué, on vient du hardware. L'approche du digital chez Bosch vient maintenant depuis 10 ans, où il y a eu un impact et un virage qui a été donné par notre CEO Volkmar Denner, qui est ce qu'on a appelé la stratégie du 3S. Alors qu'est-ce que c'est cette stratégie du 3S? Ça veut dire sensor, software, service. Et tout ça a vraiment du sens. Le sensor, le capteur en clair, capable de prendre de l'information, capable de prendre de la donnée. On vient de ce monde-là, puisque Bosch est le premier fabricant de MEMS, donc de capteurs dits intelligents au monde, avec 4 milliards de capteurs par an. Ça vient de notre métier de l'automobile, parce qu'une automobile, il y a des capteurs partout. Mais on vient associer de plus en plus dans le domaine du software. Et là, pour ça, on investit énormément dans les hommes et aussi de l'acquisition avec de la compétence externe. Et de plus en plus dans le service. Parce que comme tout à chacun, vous le savez, le service, et c'est là où se trouve la valeur. Donc on va de plus en plus dans le service. Donc on est complètement convaincu de l'association du hardware, avec bien sûr le sensor, le software et la partie service associé. Donc ça, c'est le grand cap qui a été donné pour Bosch dans l'ensemble de ces métiers, notamment au niveau des métiers de la mobilité. Il y a des beaux sites PSA dans la région, dans le domaine de la mobilité. Donc Bosch, on est à fond vers la connectivité, vers le véhicule autonome. On est celui-là qui déposons le plus de brevets au monde par rapport à tout ce qui est véhicule autonome. Mais pas que, on va aussi vers la Smart City, on va aussi vers le Smart Home, le Smart Building et la Smart Industry, ou Industrie 4.0, ou Connected Industry. Et pareil, dans le même esprit, la partie apportée digitale dans l'industrie. Donc, Smart Industry, Industrie 4.0, un vrai sujet pour Bosch. La raison pour laquelle aussi nous sommes partis vers le sujet 4.0 a été 280 usines, on doit faire notre transformation digitale. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Excusez-moi. Donc nous devons faire une transformation digitale. Le parti pris par rapport au groupe Bosch a été de dire ok, on doit faire une transformation digitale, de quelle façon nous allons procéder? La façon dont nous allons procéder, c'est ce qu'on appelait une stratégie bottom-up et non pas top-down. Alors l'approche bottom-up, qu'est-ce que c'est? C'est le parti pris du groupe a été de dire je sais que pour survivre, pour rester en vie au niveau industriel, pour rester au niveau de la compétition mondiale, je dois faire ma transformation digitale, mais je ne sais pas comment y aller. Clairement, il y a 10 ans, c'est ce qui s'est passé au niveau du groupe. Donc, nous sommes une entreprise allemande, la plupart du temps une entreprise allemande, dans les françaises, ça se passe beaucoup en top-down. Je décide au niveau de la tête du groupe et ensuite je déploie via des standards une stratégie digitale. Ce qui s'est passé au niveau de cette transfo, c'était de dire, le seul élément, c'est de dire à l'ensemble des usines, faites votre transfo digital, donc le bottom-up. Chaque usine on a demandé à chaque usine de faire sa transformation digitale, donc de faire sa feuille de route. Et l'élément essentiel, c'est que la responsabilité de ce 4.0 se situait dans les usines. Donc chaque usine devait faire sa feuille de route. Donc le sponsor était le plant manager. Et il a, en fin de compte, réuni l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble des fonctions, que ce soit la partie production, la partie maintenance, la partie logistique, la partie bien sûr ressources humaines, et avec des méthodologies bien connues maintenant, design thinking, tout ce qui est workshop, chaque usine a fait sa feuille de route avec sa propre autonomie. L'objectif par rapport à ça était simple.
La première chose, c'est d'aller très très vite au niveau agilité. Aller très très vite, c'est-à-dire d'impliquer tout de suite les collaborateurs et aussi de capter les bonnes idées. Et ça, c'était un élément essentiel au niveau du groupe. Capter les bonnes idées, c'était quoi? C'était l'esprit créatif et partir du besoin de l'usage. Alors pourquoi de l'usage? Puisqu'il était hors de question pour nous par un diktat de dire il faut absolument du robot collaboratif, il faut absolument de l'AGV, il faut absolument faire de la maintenance prédictive. Non, ça devait être les gens des usines qui définissent leurs propres besoins. Donc partir du usage, et à partir de là, chacun a créé on va dire, des besoins, et ces besoins après ont été transformés en briques technologiques. Ok. Comme vous voulez. On va creuser tous ces sujets. Vous m'entendez? Oui, merci. On va creuser tous ces sujets alors dans un instant au moment de la discussion. Je vais appeler Hugues Méli maintenant, à passer au pupitre. Donc Hugues Méli, vous avez créé Niji. Niji, ça veut dire arc-en-ciel en japonais, il me semble. Hein. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors c'est une société de conseil, de design et de mise en œuvre technologique qui accompagne la transformation digitale des entreprises de tout secteur et de toute taille, de l'idée à la réalité. C'est bien ça? Absolument. Alors, je n'ai rien à dire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur Niji? C'est combien de personnes aujourd'hui? Et vous travaillez avec quel type d'entreprise? Niji, bonjour à toutes et à tous. Niji, c'est un peu moins de 800 personnes, un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on travaille pour un petit tiers de notre activité avec des PME et des ETI des territoires régionaux dans lesquels on est implanté. Pas encore le Grand Est, mais ça ne saurait tarder. Et pour 2 petits tiers de notre activité avec des grands groupes nationaux et internationaux dont les centres de décision sont malheureusement, mais c'est comme ça, souvent à Paris. La moitié de notre effectif est à Paris, la moitié en région. Et on a 3 activités, une activité de conseil, c'est un peu plus de 100 personnes, une activité de design, on en reparlera, c'est très important, c'est pas loin de 150 personnes, et le reste en technologie, c'est-à-dire fortement le logiciel, mais aussi la maîtrise de tout ce qui touche à la connectivité, parce que quand on parle d'Internet des objets, quand on parle d'objets connectés, quand on parle d'industrie connectée, on parle bien de connectivité, et lorsqu'on ne la maîtrise pas, on est un peu perdu. D'autres expériences justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques best practices, bonnes pratiques comme on dit en bon français, en matière de transformation numérique, et puis aussi quand même les écueils que vous rencontrez le plus souvent? Alors, je voudrais juste commencer par quelques éléments de définition. Je parle vite parce que j'ai peu de temps. Numérique et digital, bonnet blanc, blanc bonnet. Hein, digital est dans la langue de Shakespeare, ce que numérique est dans celle de Molière. Donc, vous utilisez indépendamment l'un ou l'autre. Vous oubliez l'idée selon laquelle le digital c'est tactile, etc. Ça, c'est des bêtises. Hein. Numérique et digital, ça veut dire la même chose. Moi, j'aime bien parler français, donc je vais parler de numérique. Numérique, c'est quoi? Et ça, c'est très important. Numérique, c'est 2 choses. C'est ça a été dit en partie, la convergence des usages et des technologies. Ne pas commencer par le comment des choses, mais commencer par le pourquoi et par le quoi des choses. Savoir adresser sur un même plan la dimension fonctionnelle et la dimension technique des choses. Cette convergence entre les usages et les technologies, elle suppose de placer l'usage au cœur de tout. L'usage, c'est l'usager, c'est l'utilisateur. Ça, ce sont des métiers de design qui supposent de s'occuper de quoi? Qui supposent de s'occuper de l'interaction entre l'homme et la machine, donc des métiers de design cognitif, qui supposent de s'occuper de l'interface par laquelle cette interaction est permise. Ça, ce sont des métiers d'ergonomie. Et le design créatif, le design visuel, le design artistique diront certains, le design des formes et des couleurs, le design des écrans, dans un monde où le nombre d'écrans augmente chaque jour. 80% des Français utilisent plus de 4 écrans par jour. Ça, c'est le design plus conventionnel, on l'appelle souvent le design graphique. Voilà, donc le design, mettre l'utilisateur au cœur, est quelque chose d'absolument fondamental. Ça, c'est pour la convergence entre les usages et la technologie. Et la deuxième idée que sous-tend le mot numérique, c'est la convergence entre l'information et la communication, la convergence entre les applications et les réseaux, la convergence entre l'informatique et les télécommunications, si on veut le dire plus basiquement. Et tout ça, c'est l'univers du logiciel et c'est l'univers de la donnée. Cette convergence entre l'information et la communication, elle est permise parce que la donnée est au cœur de tout. Donc le numérique, c'est le design et c'est la donnée. Et donc s'occuper de la transformation numérique de son entreprise, c'est s'occuper de ça. Ensuite,
C'est quoi la transformation numérique d'une entreprise, qu'elle soit industrielle ou pas, et en l'occurrence on parle d'industrie aujourd'hui. C'est toujours 3 sujets. C'est 1, en quoi le numérique va-t-il impacter ma raison d'exister? Ça a été dit par mon collègue de Bosch avec l'exemple de Kodak. Jamais au point de la perdre, ou en tout cas rarement au point de perdre sa raison d'exister, mais sa raison d'exister va toujours être impactée par le numérique. En quoi le numérique me conduit-il à faire évoluer la mission de mon entreprise, qui était par exemple de manufacturer et de vendre des produits matériels, et qui peut-être demain va devenir de fournir des services immatériels, qui seront bien évidemment bâtis sur des produits matériels, mais sur des produits matériels connectés, qui rendront possible le fait de développer des bouquets de services, qui tireront leur valeur dans le produit matériel, mais qui exprimeront leur valeur d'usage à travers des interfaces logicielles. En quoi le numérique impacte-t-il mes modèles économiques? Ça, c'est absolument fondamental. Beaucoup d'entreprises ont construit leur performance économique autour de la maîtrise parfaite d'un petit nombre de modèles économiques. Le grand plongeon dans le monde numérique, dans le monde du logiciel, c'est la nécessité d'opérer des modèles économiques nouveaux qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les métriques, qui sont souvent des modèles sans référentiel. Donc il n'y a pas de benchmark possible, et donc une grosse question sur la prédictibilité de sa performance économique. Et enfin, en quoi le numérique vient-il impacter la place que j'ai dans la chaîne de valeur à laquelle j'appartiens et potentiellement dans d'autres chaînes de valeur? Le numérique, comprenez-le bien, est un vecteur de transversalité, est un vecteur de cross-sectorialité qui vous obligera, quelle que soit votre entreprise, à aller chercher de la valeur dans des verticales économiques autres que celles que vous incarnez depuis la nuit des temps. Ça, c'est la première question de la transformation numérique, c'est l'impact du numérique sur la stratégie. C'est en général une question d'actionnaire, une question de gouvernance, une question de direction générale. Deuxième question de la transformation numérique, c'est l'impact du numérique sur le go-to-market, pour faire un peu d'anglicisme, sur la route au revenu, qui est la route à l'usage et pas toujours la route au client, parce que vous savez bien que dans des modèles B2B2B tout quelque chose, le client n'est finalement que très rarement l'usager. Or, le revenu, c'est l'usager, c'est celui qui utilise. La fidélité du revenu, c'est la fidélité de l'usage, c'est la fidélité de l'usager. Donc il faut bien se soucier de l'usager. Donc la route à l'usager, la route à la fidélité de cet usager, c'est l'évolution des modèles de distribution, désintermédiation d'un certain nombre d'acteurs historiques de la distribution de ces biens matériels, pour réintermédier de nouveaux acteurs plus enclins à participer à la distribution de mes services immatériels. C'est la réintermédiation potentielle de distributeurs immatériels, virtuels, c'est l'e-commerce, c'est les places de marché. Donc c'est toutes ces questions que vous vous posez autour de l'atteinte de l'usager de vos services bâtis sur vos produits ou de vos produits lorsqu'ils sont sans service, ce qui est somme toute de plus en plus rare. Et ça, c'est une question en général de direction générale, mais aussi de toutes vos fonctions commerciales, direction des ventes, commerciales, distribution, que sais-je encore, animation de réseau, service après-vente aussi. Et la dernière question de la transformation numérique, c'est en quoi le numérique impacte vos opérations, en quoi le numérique impacte le fonctionnement interne de l'entreprise. Et c'est là qu'il est important de distinguer les entreprises industrielles de celles qui ne le sont pas. Dans tous les cas de figure, vos entreprises, elles animent des salariés, elles animent des équipes. Donc la première question de la transformation numérique sur les opérations, c'est en quoi puis-je offrir à mes salariés un continuum d'usage entre l'usage du numérique qu'ils font à titre personnel dans leur vie privée, qui est un usage, comme vous le savez, puisque vous êtes tous concernés, caractérisé par des principes de collaborativité, d'interactivité, d'immédiateté, de personnalisation, de mobilité, d'ubiquité, de que sais-je encore. Tout ce que vous utilisez à titre personnel dans vos vies privées du monde numérique est caractérisé par ça. Comment je garantis aux salariés de mon entreprise ce continuum d'usage, c'est-à-dire comment je lui garantis de pouvoir retrouver dans son quotidien au sein de l'entreprise des services et des applications qui portent exactement les mêmes dimensions de collaborativité, d'immédiateté, de mobilité, d'instantanéité, que sais-je encore. C'est-à-dire comment je change la philosophie d'organisation de mon entreprise, je dis bien la philosophie d'organisation de mon entreprise, le poisson pourri par la tête, comme disent les Japonais,
comment je fais évoluer l'organisation de mon entreprise pour qu'elle soit porteuse de plus de transversalité, de moins de silotage, de moins de cloisonnement, de moins de verticalité, et comment ensuite, lorsque cette organisation plus libérée, je le mets entre triple guillemets, est en place, comment je l'outille par le numérique et comment il en résulte des applications et des services à la disposition des usages professionnels de mes salariés qui leur offrent à quelque part une continuité douce par rapport à leur vie personnelle. Sans quoi, c'est la rupture numérique. Ce n'est pas la rupture entre la ville et les champs, ce n'est pas la rupture entre les pauvres et les riches, c'est la rupture entre la vie personnelle des gens et leur vie professionnelle. Et cette rupture, elle est préjudiciable à l'attractivité de vos entreprises et elle est préjudiciable à la performance de vos entreprises, parce que si vos salariés doivent se recaler chaque matin que Dieu fait sur un usage qui n'est pas celui qui domine, qui prévaut dans leur vie privée, alors il y a rupture de performance. Et lorsque l'entreprise est industrielle, qu'elle n'est pas que entre guillemets tertiaire, qu'elle n'est pas que fondée sur des hommes et des femmes qui s'activent dans des processus organisationnels, qui échangent des flux et qui font tout ce que je viens de raconter, lorsqu'elle est industrielle, alors elle a des machines. Elle a des machines-outils, elle a des usines, elle a des unités de production. Et là, l'impact du numérique sur tout ça, c'est quoi? C'est le fait que, comme ça a très bien été dit dans la stratégie 3S de mon collègue de Bosch, toutes ces machines, elles sont dorénavant connectées. Elles sont connectées par des capteurs et aussi par des actionneurs. Et donc, elles bouclent sur des logiques de captation, de traitement, d'enrichissement, d'agrégation, d'analyse de données. Et de ces données, on crée de la valeur. De ces données, on crée des services. De ces données, on crée des commandes particulières qui vont permettre d'activer différemment l'outil de production industrielle, qui vont permettre d'en prévoir le fonctionnement, d'en optimiser le fonctionnement. Donc, l'impact du numérique sur les machines-outils, sur l'industrie, sur les usines, c'est le fait que tout ça est connecté, que tout ça est dorénavant gouverné par la donnée, que tout ça est dorénavant baigné de logiciels, et donc des impacts très importants sur le mix de compétences dont vous avez besoin, pas seulement dans vos bureaux d'études, pas seulement parmi vos cols blancs, mais aussi sur le terrain, les cols bleus, les techniciens, les opérateurs qui sont au quotidien au contact de ces machines et qui doivent, à quelque part, s'ouvrir davantage au monde du logiciel. Et ces machines, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne font plus que produire des produits ancrés dans la matérialité, mais elles produisent des couples produits-services, des couples matériel-immatériel, et donc elles se mettent aussi à produire du logiciel. Et donc vous avez aussi un enjeu très très fort, c'est d'associer finalement cette production matérielle à cette production logicielle. L'erreur à ne pas commettre, je crois que c'était la question posée par Guillaume Maujean, hein, l'erreur à ne pas commettre, puisque je pense avoir déjà débordé mon temps, j'en citerai une, c'est d'appréhender les choses par la technologie. La technologie, elle est là, elle est disponible en abondance, en qualité, elle avance sans cesse, les industriels innovent au contact du monde académique, les offres, elles existent. Avant le comment des choses, avant la technique, avant la technologie, il y a vraiment le pourquoi. Et le pourquoi, c'est le premier thème de la transformation numérique, c'est l'impact du numérique sur ma raison d'exister, sur la mission que je me donne, sur ma proposition de valeur, sur les modèles économiques que j'exécute, sur la place que je prends dans les chaînes de valeur, sur les partenariats stratégiques que je conduis avec des entreprises tierces. Ça, c'est vraiment le pourquoi. Et le quoi, c'est concrètement en quoi mon offre de produits et services, et de plus en plus de services, puisqu'il y a un déplacement de l'économie de la possession vers l'économie d'usage, le monde de l'automobile par exemple le sait bien, le vit au quotidien, en quoi mon offre de produits et services évolue, comment je la distribue, comment je garantis que le produit / le service que je fournis soit dans les mains de l'usager le plus vite possible, avec le moins de déperdition de valeur le long de la chaîne et avec le plus de fidélité d'usage possible. Ça, c'est le quoi. C'est qu'est-ce que je fais et comment j'en tire la valeur, comment je le monétise. Et vous voyez bien, tous, je le lis dans vos regards, que c'est fondamental. Vous êtes tous en train de vous dire, mais bien évidemment que c'est par ça qu'il faut commencer. Et après, la technologie, on la met au service de ça. On la met au service de ses ambitions. Et moi, dans toutes les erreurs que je vois, c'est une approche beaucoup trop technique de la transformation numérique, qui oublie de questionner les enjeux, qui oublie de questionner les fonctionnalités, qui oublie de questionner les usages. Alors, allez, j'ai encore 30 secondes. Mettez l'usager au cœur de tout.
posez-vous toujours la question de la usability, comme disent les anglo-saxons, de l'utilisabilité, le mot n'existe pas dans le dictionnaire de la langue française, de l'utilisabilité des choses. Et ça, c'est compliqué, parce que l'utilisateur, vous ne pouvez pas l'asseoir sur la table de vos discussions, de vos réflexions, de vos actions. Vous ne pouvez pas avoir toujours l'utilisateur au milieu de vous. Et quand bien même vous en auriez un, il ne serait que très faiblement représentatif de la très grande diversité d'utilisateurs. Et donc, comme vous ne pouvez pas tenir par la peau des fesses l'utilisateur tout au long de votre démarche de conception et de réalisation, vous êtes obligé de passer par des disciplines qui sont celles du design, des méthodologies, des disciplines qui sont celles du design et qui vous permettent véritablement de toujours questionner la question de l'utilisation, la question de l'utilisateur, la question de l'usager. Et beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises industrielles, puisque c'est de ça qu'on parle, sont traditionnellement enfermées dans le processus, dans le procédé. Et donc, pour elles, la mutation numérique de l'entreprise, c'est la mutation numérique du processus et du procédé. Ben non, c'est peut-être aussi ça, mais avant tout, c'est en quoi je replace l'utilisateur interne, l'utilisateur externe, au cœur de ma démarche de conception et de réalisation. Et donc, mettez du design dans vos boîtes, ça vous fera le plus grand bien. Merci beaucoup, Hugues Mély. On a beaucoup de choses qu'on a essayé de creuser ensemble. Je vous invite à me rejoindre sur la scène. Beaucoup de sujets, on va essayer d'être le plus concret possible. On continue avec vous, Pascal Laurin. Vous nous disiez tout à l'heure l'importance d'une approche bottom-up et pas top-down dans les usines. Est-ce qu'il y a quand même en la matière une différence entre l'Allemagne et la France de ce que vous pouvez voir? Et qu'est-ce que vous tirez de mieux dans chacune des façons de faire, je dirais? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Il y a une différence culturelle, oui. L'allemand est un peu plus incrémental, donc il va plus améliorer les processus, hein, comme vous évoquez. Mais il n'y a pas de fondamentale différence, et c'est clairement ce qui a été évoqué, partir de l'usage. Donc l'Allemagne l'a fait, et la France y va aussi, et mettre l'homme et l'humain au centre du sujet. Et je rejoins complètement ce qui a été évoqué. La technologie, ce n'est que de la technologie, ce n'est qu'un moyen d'y arriver. Ce n'est pas la vision en soi. Donc le principal par rapport aux industriels, c'est tout d'abord que son dirigeant ait vraiment la bonne vision, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à ça, qu'est-ce qu'il peut en tirer. Ouais. Et après, derrière, le déployer en mettant l'homme au centre, partir de l'usage comme ça a été évoqué, les vrais besoins, et après, la techno n'est qu'un moyen. Donc l'erreur à ne pas faire par rapport à ce qui est évoqué, c'est vraiment, j'utilise d'autres termes, hein, c'est vraiment le push techno, ce qui a été fait ces dernières années. Peut-être pas en Allemagne, parce que l'Allemagne fait un processus et le suit, mais peut-être en France, notamment par rapport à ce que le 4.0, on ne sait pas trop ce que c'était, et ça a beaucoup été porté, bon, excusez-moi, je vais peut-être ne pas faire que des amis, mais beaucoup été porté par des vendeurs, par des entreprises commerciales. Donc c'est normal, ils faisaient leur travail, donc ils ont poussé les technologies, et c'est avéré que les entreprises ont investi, ont été déçues par rapport à ces investissements, parce que n'oublions pas que le but du jeu, c'est bien sûr que ne pas se faire plaisir, ne pas faire une usine jolie, vitrine technologique, mais c'est qu'il y a un ROI pour arriver à atteindre un nouveau business model, par exemple, ou un ROI en termes de productivité. Donc il est important de choisir la bonne technologie par rapport à là où on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Alors le facteur humain, c'est très important, on va pas se mentir. Souvent, digitalisation chez la plupart des gens rime avec déshumanisation, pardon. Comment est-ce qu'on fait ce que vous disiez? Comment est-ce qu'on garde l'humain au cœur de cette transition? Hugues Mély peut-être, et après Pascal Laurin, si vous voulez rebondir. On m'entend? Oui, c'est bon. En l'associant, en le considérant et en l'associant, donc en l'associant aux démarches les plus amont de réflexion sur cette transformation numérique, en l'associant à l'ouverture de l'entreprise vers des univers nouveaux. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Jamais plus la transformation d'une entreprise à l'heure du numérique ne peut s'envisager que dans la verticale économique dont elle est représentative. Dit autrement, les idées sont à prendre ailleurs. Et ça, c'est une transformation culturelle énorme. Depuis la nuit des temps, un banquier va se faire conseiller par un spécialiste de la banque.
un industriel automobile va se faire conseiller par un spécialiste de l'automobile. On est dans des approches totalement endogènes. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique est très transverse. Et donc, pour nourrir ces idées, il faut aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et la meilleure façon d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est d'y emmener ses collaborateurs, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais ses salariés, c'est d'associer finalement ces équipes à des, entre guillemets, learning expeditions, qui ne consistent pas toujours à aller dans la Silicon Valley, parce qu'il faut arrêter cette grosse blague. Pas besoin d'aller dans la Silicon Valley pour se nourrir ici. et pour voir des sauges extrêmement intéressantes. Ce qui est surtout important, et culturellement dans la tête des dirigeants, c'est difficile, c'est de sortir de sa verticale économique, d'accepter d'aller voir ce qui se passe dans d'autres univers économiques, dans d'autres secteurs. Et souvent, le dirigeant, il est tellement moulé par la réalité d'un secteur économique dans lequel il a grandi, dans lequel il a acquis ses lettres de noblesse, dans lesquels il a construit sa légitimité, dans lequel il est peut-être devenu un référent, qu'il ne sait plus, il n'a plus l'audace, il n'a plus le culot, il n'a plus, que sais-je encore, l'envie peut-être d'aller voir ailleurs. Quoi de mieux que de demander à ses équipes de le faire, d'aller capter finalement des idées, d'aller capter de l'information à l'extérieur et de revenir dans l'entreprise, alimenter des baignoires d'idées. Vous savez, ces baignoires qu'on remplit d'idées et que l'on va progressivement vider pour ne garder que les bonnes idées, en essayant de ne pas faire partir le bébé avec l'eau du bain, essayant de garder les 2 ou 3 bonnes idées. Et ensuite, associer ces salariés, associer ces humains, associer ces utilisateurs à des démarches très agiles qui permettent de donner rapidement vie à des idées. Donc ce sont des MVP, vous connaissez ça par cœur, des Most Valuable Products, ce sont des prototypes, ce sont des réalisations concrètes que l'on peut faire aujourd'hui en mettant à travailler ensemble sur des durées très courtes et avec des méthodologies très agiles, des utilisateurs qui sont à quelque part les sachants du métier, quelques software guys and girls, quelques spécialistes du logiciel, et ne l'oubliez jamais, des designers. C'est fondamental. Les designers vont vous aider à vous poser plein de questions. Et la puissance de la question, dans la démarche de co-création, dans la démarche de transformation collaborative, la puissance de la question, c'est absolument fondamental. Tout à l'heure, il y avait un de nos collègues là, qui faisait une présentation, il y avait une trentaine de personnes à l'écouter. On a proposé à cette trentaine de personnes de poser des questions, il n'y a pas eu de questions. C'est dommage. La question, c'est très puissant. Et souvent, dans des sociétés de sachants, je sais donc je suis, on n'ose pas poser la question et on considère même que la question, elle est futile. Je sais, donc je suis. Non. Je doute, donc je vais. Je ne sais, je ne copie pas. Il y a ça aussi. Absolument. Donc c'est donner de la place à la question. Je suis désolé d'être un peu long. Donner de la place à la question. La question, c'est très puissant. Et souvent, quand on prend des gens du terrain, quand on prend des utilisateurs, quand on prend des humains qui sont sur le terrain, qu'on leur donne la voix, qu'on leur donne la parole, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas en situation organisationnelle, hiérarchique, que sais-je, de jouer les sachants. Et donc, ils posent des questions. C'est comme les enfants. Les enfants, ils posent des questions. Et souvent, ils nous conduisent à nous interroger énormément. Je ne dis pas que les salariés dans l'entreprise sont des enfants, mais en tout cas, ce sont des gens qui vont plutôt être enclins à poser des questions. Et comme la question, c'est quelque chose de très puissant, parce qu'une fois qu'elle est posée, il convient d'y trouver une réponse, alors on avance et on fait sa transformation. Et pas hésiter à se poser des questions simples, effectivement, qui peuvent paraître évidentes, mais qui vont faire avancer les choses. Typiquement, Pascal Laurin, vous, comment est-ce que vous avez impliqué l'ensemble des usines, des salariés chez Bosch ? C'était la démarche fondamentale du groupe, c'est l'approche bottom-up dont je parlais, c'est exactement l'approche. C'est-à-dire c'est impliquer l'ensemble des collaborateurs et impliquer au niveau du terrain, au niveau des usines, pour faire transfo digital. Donc ça, c'est comme j'évoquais, ça a commencé à partir de 2013. Et dès 2013, l'ensemble des couches du management a été impliqué. Et c'est les usines qui avaient la main. C'est-à-dire c'est un peu un renversement, c'est les usines qui avaient le pouvoir. Chez Bosch, l'ensemble des usines, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des sites sous allocation.
Donc elles reçoivent de l'investissement, elles ont simplement leur KPI, c'est quoi? C'est de produire telle quantité avec telle qualité et tel prix de revient, et on leur demande pas plus. Parce qu'après, il y a les fameux sachants qui arrivent au niveau du corporate et au niveau des standards. Là, le 4.0 est arrivé complètement à l'inverse, c'est-à-dire que le pari du board de Bosch, ce qui était un pari osé dès 2010, comme la feuille de route a commencé en 2013, est de dire non, le pouvoir, il est dans les usines. Et le plant manager, et donc une usine chez Bosch, c'est une PME de 200 personnes, jusqu'à des très gros sites de 10 000 personnes, et lui redonner le pouvoir et lui redonner de l'autonomie. Et avec ses équipes, d'une façon très très proche, et bien faire sa feuille de route 4.0. Et comme vous l'évoquiez, pas uniquement les sachants de l'usine, avec les directions techniques ou les directions maintenance, mais c'est d'impliquer l'ensemble des collaborateurs, voire aussi les gens sur les chaînes d'assemblage ou les chaînes, voilà, et leur demander, leur poser des questions. Alors, c'est un peu plus complexe parce que un chef de service va demander à un collaborateur qu'est-ce qu'il te faut pour mieux travailler. Il va dire mais qu'est-ce qu'il me veut lui, excusez-moi, il est bête quoi. C'est son job de me dire ce qu'il faut que je fasse. Donc c'est quand même les apporter avec des méthodologies, design thinking, workshop, pour justement les rassurer, les ouvrir, leur montrer qu'ils sont importants et que leurs idées sont bonnes. Et là c'est incroyable le nombre d'idées et de créativité que l'on a, que le chef de service n'avait pas du tout identifié. Et ensuite à ça, y mettre des technologies. Donc c'est là où la technologie arrive pour digital ou cobotique voilà, plein de solutions qui existent pour bien se faire sa transfo digitale. Donc vraiment l'homme au centre du sujet, et aussi en termes d'organisation où une entreprise comme Bosch, comme 400 000, vous imaginez que c'était très siloté, ça l'est toujours, mais vraiment casser ces silos. Parce que c'est vital pour tout travailler en mode collaboratif. 2, parce que les nouvelles générations arrivent, elles sont déjà dans nos entreprises. Et les nouvelles générations, elles ne sont pas câblées comme nous. Donc elles ne comprennent pas qu'elles ont une question, elles doivent demander au N+1, qui demande au N+2, qui demande à je ne sais plus qui, puisqu'on perd le fil. C'est laisser ouvert tout ça et que le collaborateur a une question à poser, sans aucun problème, va demander à son collègue chinois, son collègue mexicain. Pour ça, on a développé des réseaux sociaux, donc notre Facebook interne, des réseaux sociaux d'entreprise, permettant de très rapidement d'échanger de l'information, de voir qui travaille sur quoi et de se connecter très rapidement, et de rendre le management beaucoup plus flat. Donc on désilote, on supprime des couches, donc on a des problématiques avec certains managers qui font du reporting, qui n'est pas trop de valeur, qui ne trouvent plus trop leur place, mais il faut les accompagner par rapport à ça. Donc aplatir vraiment le management, les structures, pour justement être plus agile, plus créatif par rapport à tous ces enjeux. Donc l'homme, oui, la technologie, oui, la cobotique, la robotique, le digital, oui, mais vraiment, on est vraiment convaincu que l'homme a toute sa place et l'élément clé par rapport à ça. Et dans ce type d'approche bottom-up, donc les idées partent beaucoup du terrain, mais comment est-ce qu'on vend les projets au-dessus ? Parce que forcément, ça nécessite des investissements, des coûts. Comment est-ce qu'on va vendre ce projet de transformation à ses dirigeants, à ses actionnaires, en leur montrant que ce sont des investissements productifs, j'imagine ? C'est l'approche concrète, pragmatique, faite par le terrain, et après avec une idée de ROI. Donc au niveau du groupe Bosch, au niveau de la centre transfo digital, tout ce qui était fait en bottom-up, c'était un no-go sur tout projet qui était supérieur à 24 mois en termes de ROI. Donc c'est très très court. Donc généralement quand vous annoncez à votre hiérarchie j'ai un projet digital de 4.0 sur telle ligne, d'AGV, de cobotique, de maintenance prédictive, etc. et que j'ai un ROI, et souvent dans les faits c'est entre 12 et 18 mois dans la réalité, il n'y a généralement aucun problème pour que ce soit un go. Parce que les ROI, avoir des ROI à 6 mois, 12 mois, le dirigeant appuie sur le bouton très rapidement. Donc c'est ça l'élément clé, c'est malgré tout maîtriser ces process, ces coûts, pour derrière faire un plan et mettre le ROI en face pour convaincre. Ensuite, il y a aussi le pari humain, et je reviens sur l'humain, notamment sur la partie Kobo, où il n'y a pas de ROI, mais simplement le plant manager décide d'intégrer un Kobo, peut-être un seul au départ, pour justement découvrir les usages potentiels, parce que la cobotique, ce ne sont pas du tout les mêmes usages que la robotique classique. Donc j'investis dans un Kobo à 50, 80 000 euros, donc il faut quand même se le permettre, mais voilà, à un moment donné, il y a aussi quand on veut, il faut se donner les moyens, pour comprendre un peu ce que c'est un Kobo, trouver les bons usages, donc les ROI à terme, et surtout impliquer les collaborateurs.
dans le sens où la robotique en France, malheureusement, a fait peur et a fait des dégâts énormes, cette peur du robot en France. Donc, intégrer un cobo pour montrer à l'ensemble des collaborateurs et aussi au niveau des syndicats que ce cobo a sa valeur ajoutée, va accompagner des compagnons, va supprimer des TMS, etc. Donc voilà, aussi montrer ce qu'on appelle la preuve par l'exemple, investir aussi la preuve par l'exemple par rapport à ça. Hugues Mély, on parlait d'innovation du terrain. Comment est-ce qu'on fait pour stimuler la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat au sein de ces équipes, au sein des usines ? Il faut montrer l'exemple. Je veux dire, quoi qu'on en dise, je le disais tout à l'heure, le poisson pourrit par la tête. Donc tout ça, ça ne marche pas. C'est important d'avoir une démarche, c'est fondamental d'avoir une démarche bottom-up. Mais c'est avant tout nécessaire d'avoir quand même une vision top-down. C'est-à-dire que si le dirigeant, si les organes de gouvernance ne sont pas intimement convaincus et ne montrent pas quelque part l'exemple et ne déverrouillent pas des cadenas qui parfois emprisonnent l'organisation et interdisent toute participativité, toute créativité, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Si les actionnaires, si la gouvernance de l'entreprise, si la direction générale de l'entreprise, tout ça étant souvent dans la main de quelques personnes pour les PME qui sont au cœur des tissus économiques de nos territoires et qui sont dans la majeure partie des cas des PME familiales à management encore souvent patriarcal et toujours patrimonial. Donc tout ça, c'est pas pour donner une image grand groupe, mais il y a bien quand même toujours ces trois étages, actionnaire, gouvernance, direction générale. Tout ça, c'est souvent dans les mains d'un tout petit nombre de personnes, il y en a probablement dans la salle. Si à ce niveau-là, on n'est pas convaincu et si on ne montre pas l'exemple, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est quand même, il faut juste être conscient de ça. Il faut être conscient aussi que beaucoup de ces entreprises, dans les tissus économiques de nos territoires, ont accueilli à bord de leur capital un acteur du capital développement à l'occasion d'une transmission patrimoniale qui a coûté un peu cher fiscalement, à l'occasion d'une grosse croissance externe qu'il fallait financer, à l'occasion de la volonté d'une génération de monétiser en partie son patrimoine. Bref, vous connaissez comme moi les conditions dans lesquelles à un moment ou un autre un acteur du private equity rentre à hauteur de 15, 20, 25% au capital d'une PME, d'une ETI en région. Et ces acteurs du private equity, je ne sais pas s'il y en a qui se baladent aujourd'hui dans ce salon, sont de vrais leviers pour éclairer la gouvernance et la direction générale de l'entreprise quant au fait qu'il faut y aller. Challenger. Moi je le vois, on est de plus en plus appelé aux côtés d'entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, pour les accompagner dans leur transformation, y compris ici en Grand Est et en particulier en Alsace, par les acteurs du private equity qui gèrent souvent depuis plusieurs années des participations où tout va bien. On délivre année après année à peu près les résultats sur lesquels on s'était engagé. Le pacte de non-intrusivité est respecté, ça roule tout seul. Mais enfin quand même, à un moment, on regarde le monde et on se dit mais ça bouge et est-ce que cette entreprise-là qui ne m'a jamais parlé dans aucun conseil de gouvernance de sa transformation numérique ne va pas finalement se retrouver avec un impact sur sa raison d'exister qui là pour le coup ira jusqu'à ce qu'elle puisse potentiellement disparaître comme c'était le cas pour Kodak. Et donc il faut que je m'en occupe. Donc le fait d'avoir un acteur du private equity, et j'ai rien à vendre à cet endroit, je ne suis pas dans ce domaine, souvent permet de déverrouiller des leviers quand on a un management un peu trop patriarcal qui a un peu du mal à regarder cette transformation numérique en face. Et ensuite, eh bien, il faut associer ces équipes sur des démarches concrètes, sur des petits progrès, c'est-à-dire que adieu les grands projets dont les promesses de résultats sont pharaoniques, oui mais dans 12 mois ou dans 18 mois. Non, on peut faire aujourd'hui des petits projets, des POC, des proof of concept, comme le disait Pascal, des proof of concept sur des petits progrès qui en quelques semaines peuvent délivrer des petits résultats. Ne laissez pas vos équipes être overpromising, comme disent les Anglais, c'est-à-dire promettre trop de ROI sur les actes de cette transformation. Soyons modestes, agissons sur des petites marches qu'on va gravir progressivement. Souvent, la non-qualité dans l'industrie, la non-qualité
coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on ne résout pas tout au long de la chaîne les petits problèmes, parfois les micro-problèmes de non-qualité qui s'accumulent au point qu'à la sortie de la chaîne de production, on a des vrais gros problèmes de non-qualité qui coûtent énormément d'argent en termes de services après-vente, en termes de perception de la marque, en termes de que sais-je encore. Le numérique, cette transformation numérique est une formidable opportunité tout au long de la chaîne de production, de conception et de production, de résoudre un après un. Donc c'est peut-être un peu besogneux, un peu laborieux, mais c'est ce qui permet aussi justement d'associer les gens du terrain, de ne pas rester dans une vision trop top-down. On va résoudre les grands problèmes avec des grands projets, des gros budgets sur des grandes durées, et on aura des grands retours sur investissement. Tintin, on n'aura aucun retour sur investissement. Donc on prend un à un les petits problèmes de non-qualité, et ils sont nombreux. Et souvent les gens qui travaillent à la chaîne, les gens qui travaillent sur les chaînes, les connaissent, mais finalement, comme on leur a jamais tendu la main pour les écouter, les raconter, et pour les aider à les résoudre, et que là le numérique nous en donne l'opportunité, alors on va collectionner des petites actions de résorption de ces petits problèmes de non-qualité, et d'un coup d'un seul, on va se rendre compte qu'à la sortie de la chaîne, il n'y a plus de problème de non-qualité. Et là, le ROI, vous le savez mieux que moi, il est énorme. Voilà. Alors, petit projet contre grand projet, c'est effectivement très important. Moi, je suis frappé par le mot rapidité, accélération qui revient souvent dans vos discours. Vous disiez, Pascal Lorrain, pourquoi le digital? Parce qu'on est en danger et que la bascule est très rapide. On voit bien qu'il y a une accélération du rythme du changement. Comment on fait pour rester à la page d'abord, avec des codes, des technologies qui évoluent tous les 6 mois, et comment on fait aussi pour s'assurer que entre la prise de décision, on part sur ce process, sur cette technologie, sur cette industrie du futur, et sa mise en œuvre, on n'a pas un train de retard par rapport à l'usager qui lui aura déjà basculé sur autre chose. Alors déjà, il faut oser y aller, parce qu'il y a des entreprises. Comme ça va tellement vite, ils ont peur de ne pas prendre le bon train, et ils ne prennent jamais le train en clair. Et ça, c'est vraiment une réalité. Donc l'élément, en arrêtant cette métaphore, c'est vraiment de choisir une technologie, bien sûr, et après d'y aller, quoi. Et accepter à un moment donné qu'on peut avoir un peu de retard, mais si on n'a pas du tout pris le train en marche, clairement on sera complètement dépassé. Là, c'est le grand risque de disparaître. Donc ça c'est le premier élément. Et ensuite l'autre élément, c'est comme l'a évoqué tout à l'heure, c'est être ouvert au monde, vraiment s'entourer d'un énorme écosystème. Et pas être centré sur soi-même, ce qui était le cas auparavant de Bosch en retour d'expérience, qu'on était assez gros et puissant pour faire tout nous-mêmes, mais dans le 4.0, on a clairement souhaité s'ouvrir vers le monde et dans l'écosystème. Donc on travaille nous-mêmes avec des startups, avec d'autres grands groupes, on travaille avec des concurrents aussi, avec des BNDA qui gèrent un petit peu tout ça, mais on le fait ce qu'on ne faisait pas auparavant. Et ensuite, on intègre de la nouvelle compétence. En clair, c'est bien entendu. La nouvelle compétence, c'est notamment des usages que je peux partager avec vous. Beaucoup de nos usines ont ce qu'ils appellent des student incubateurs 4.0. Donc en clair, voilà, des étudiants qu'on accueille sur des sites comme Bosch Mondeville. C'est un site de 500 personnes. Ils ont en permanence entre 10 et 15 étudiants BTS aux doctorants, et qui vont, incuber de la jeunesse, mettre de la jeunesse, et surtout apporter de la nouvelle compétence, de nouvelles technologies pour accompagner des différents projets autour de l'Internet des objets, autour des AGV, autour de la cobotique. Donc y aller, accepter à un moment donné qu'on peut se tromper, donc accepter l'erreur, ne pas attendre que tout soit carré parce que c'est trop tard. 2, être ouvert au monde par rapport à l'écosystème. Et 3, accueillir et injecter de la jeunesse et de nouvelles compétences par rapport à ça. Être ouvert au monde, c'est intéressant parce que je sais que l'usine de Mondeville, vous l'ouvrez régulièrement à des visiteurs, vous organisez des rencontres sur les thèmes de l'industrie du futur. Oui. J'imagine que c'est vraiment dans cette optique-là. Exactement, c'est-à-dire qu'on fait ça depuis 3 ans, même 4 ans. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup réalisé. Mais on était l'un des précurseurs en France. Donc on ouvre nos usines, ce qu'on appelle l'industrie 4.0 tour aux industriels, pour leur montrer ce que c'est le 4.0 selon Bosch, mais d'une façon concrète. Parce que moi, personnellement, je suis plus à l'aise en usine que sur ce type de conférence. Donc vraiment partager dans la vraie vie, avec les opérateurs, avec les humains, ce que c'est le 4.0, donc voir les technologies, mais aussi avoir les retours d'expérience.
Et pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour nous-mêmes, on a à apprendre des autres. Puisque quand on accueille un directeur de production d'une autre entreprise, un dirigeant d'une autre entreprise, eh bien, il y a des échanges qui se font pendant et après. Donc nous-mêmes, eh bien, ça nous permet aussi de faire progresser cet industriel par rapport à notre feuille de route qu'on a commencé à déployer depuis 2013 et aussi à apprendre de lui. Et il y a aussi une volonté claire de Bosch France, ça c'est un message fort. C'est exactement ce qui a été évoqué par le patron de Schaeffler tout à l'heure lors du petit déjeuner. C'est qu'en France, c'est compliqué pour garder nos usines. Clairement, c'est très très compliqué. Et nos usines françaises Bosch, nous sommes en compétition au niveau mondial. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un investissement à faire, eh bien, le corporate a le choix entre 3-4 usines au niveau mondial. Eh bien, l'important pour Bosch France, c'est de montrer que l'ensemble de ces usines sont au top des technologies. Donc on se bat pour le 4.0, mais aussi qu'on ait un écosystème en France adéquat. C'est-à-dire que si la France continue sa désindustrialisation, il n'y aura plus de sous-traitants autour des usines Bosch. Les usines Bosch vont être en difficulté, voire disparaître. Donc pourquoi aussi, pour finir, pourquoi on ouvre ces portes? C'est pour aussi un peu un côté patriotique, ça peut surprendre pour une entreprise allemande, mais patriotique pour Bosch France, et d'accompagner les industriels, les aider dans leur transfo digital d'une façon bienveillante, de partager avec eux. Et c'est très bien. Alors il nous reste vous voulez réagir, Émilie, je vous en prie. Juste rajouter 2-3 points très rapides. Osez vous exposer sur les médias sociaux, même quand vous êtes une entreprise éminemment manufacturière qui ne touche pas le consommateur. Vous êtes très loin de l'assiette du consommateur, vous êtes en B2B. Le consommateur, il est tellement loin qu'il n'y a pas besoin de lui parler. Oui, mais c'est quand même lui qui porte l'usage et la fidélité de l'usage, et donc le revenu et la fidélité du revenu. Donc parlez-lui, et la meilleure façon de lui parler, c'est les médias sociaux. Et comme vous lui parlez, il va vous parler. Il va vous renvoyer des inputs, il va vous renvoyer des images, il va vous renvoyer des avis. Donc jetez-vous corps et âme dans le grand bain des médias sociaux, qui est extrêmement permissif en matière d'erreur quant à l'art et la manière de prendre la parole. Enfin, j'entends, tant qu'on n'est pas dans des considérations un peu sensibles, etc. Voilà, tant qu'on parle de soi, tant qu'on parle de sa marque, de son entreprise, de ses produits, de ses services, on est libre de la façon avec laquelle on le fait et on peut progresser dans le temps. Et ce qui est important, c'est de se jeter dans le grand bain. Donc, lancez ces perches à vos utilisateurs finaux, à vos usagers finaux, à vos clients ultimement, à ceux qui, une fois de plus, vont générer l'usage et fidéliser l'usage et donc le revenu, et vous verrez, ils vont vous parler en retour. Deuxièmement, la donnée. Aujourd'hui, dans toutes vos entreprises, vous pouvez collecter plein de données. Vous avez déjà plein de machines, plein d'usines, plein de logiciels, plein de gens qui vous parlent. Donc, collectez tout ça et collectez la donnée, même si vous vous dites dans l'instant que vous ne savez pas quoi faire de cette donnée, collectez-la. Et puis, vous allez voir que quand vous allez commencer à la collecter, qu'elle va commencer à prendre de la place, qu'il va falloir que votre responsable informatique ou votre DSI se soucie de la protéger en termes de sécurité, je vois des acteurs de ce domaine dans la salle, de lui réserver la place pour être correctement archivée, stockée, finalement elle va commencer à vous interpeller, cette donnée, elle va commencer à vous exciter, vous allez commencer à avoir envie de faire des choses avec. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire des choses avec, et c'est là l'occasion d'associer les gens de votre entreprise, c'est l'occasion d'associer tous les acteurs de la chaîne de valeur de votre entreprise pour, pardonnez-moi l'expression, bidouiller avec cette donnée, enfin essayer de la faire parler, chacun à sa façon, chacun dans son filtre, et donner la voix à ces gens qui vont avoir essayé de faire quelque chose avec la donnée, laissez-les vous raconter ce qu'ils ont fait, même si a priori vous vous dites que ça ne va pas révolutionner le monde, vous allez vous rendre compte progressivement que cette donnée, elle aura augmenté, empowerisé, empowerment dans la langue de Shakespeare, elle aura empowerisé, elle aura augmenté vos salariés. Et puis troisième point, et ça c'est compliqué dans l'univers de la PME, parce que souvent dans l'univers de la PME, on n'aime pas trop partager avec son voisin. On voit toujours une part de concurrence possible avec son voisin, pas toujours sur les produits, mais parfois sur les procédés,
sur les processus. On a un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Les vaches sont bien gardées. Non, partager. Il faut que les PME partagent entre elles des best practices, des retours d'expérience. Et pourquoi pas d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Kobo à 80 000 euros l'unité. 80 000 euros l'unité pour une PME de petite taille, c'est pas toujours envisageable là tout de suite demain, parce qu'on a peut-être fait d'autres investissements ailleurs. Et donc on peut partager ça avec un petit cercle d'entreprises à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un même secteur d'activité, hein, et on apprendra comme ça à utiliser. Et d'ailleurs, au passage, si on le partage, ce ne sera pas toujours chez soi, et ça obligera ses propres équipes à sortir de chez soi pour aller l'utiliser ailleurs, chez le voisin, avec peut-être le risque de se faire piquer ses ressources. Oui, c'est la vie, mais bon, il faut partager. Le numérique, c'est un monde de partage. Alors, on arrive au bout de cette table ronde, il nous reste quelques minutes, j'ai encore beaucoup de questions, mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Vous avez entendu Hugues Mély, n'hésitez pas à poser des questions les plus simples. J'en vois quelques-unes. Peut-être monsieur d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter juste et voilà, poser votre question. Alors, les fondamentaux d'une démarche bottom-up, si je résume. En termes pour garder la cohérence du groupe, quoi. Alors il y a bien sûr les standards, hein, d'un groupe comme Bosch, il y a bien sûr les standards. La cohérence, c'est lorsqu'il y a de la créativité qui se fait, notamment par rapport à la partie Internet des objets ou autre, il y a bien sûr le service SI, donc le service informatique, c'est un peu le garde-fou pour ne pas faire n'importe quoi en termes de sécurité, pour que ça reste bien sûr dans le standard. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce compromis, créativité, mais après risque par rapport à mise en production. Donc il y a toujours ce garde-fou où il y a les services informatiques sont là aussi pour veiller que on va dire qu'il n'y ait pas un risque industriel derrière, en clair. Et ensuite, alors comment ça se passe? J'ai pas eu le temps d'exposer ça. C'est qu'au départ, c'est du bottom-up et du top-down. En ce moment, on est plutôt en phase top-down. C'est-à-dire que on a créé toutes les idées, toutes les bonnes pratiques. On est parti du besoin, donc on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. On l'a vérifié avec le ROI, puisque là, le ROI, on a fait notre feuille de route 2013, donc un recul de 5 ans. Donc tous les projets, et 80% des projets étaient inférieurs à 18 mois, donc c'est plutôt positif. On a copié. Donc clairement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ne pas hésiter à copier. C'est que dans notre éducation, on est technicien, ingénieur ou peu importe, on nous a appris surtout ne pas copier. Et là, c'est le contraire. C'est que nous, on encourage maintenant à copier. On fait même un award du meilleur copieur par rapport à ça. Qui est donné parce que donc on copie, donc on mutualise, on baisse ce qu'on peut appeler benchmark. Mais après ensuite, vous avez évoqué la partie gouvernance. Par rapport à une organisation de gouvernance, tous ces projets remontent au corporate, en centrale. Là, il y a une structure plutôt bienveillante, hein, qui n'est pas là en disant « je suis le sachant », mais qui va, à un moment donné, benchmarker, va reprendre ses bonnes idées, va les consolider, c'est-à-dire va redonner un peu plus de moyens, et ces bonnes idées, eh bien, ça devient des standards. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi standardiser. Et là, on est dans cette phase standardisation. Et ça devient des standards, et ces standards sont soit mis sur étagère. Donc chacune des 280 usines, une idée qui a eu lieu au Mexique, et bien après peut se la réapproprier. Ou alors, bien le standard est redéployé sur l'ensemble des sites. Et là, on est plutôt après en top-down. Voilà un peu comment ça procède. Pour la faire, en termes de chiffres, depuis 2013, il y a eu environ 4000 projets qui ont été concrétisés. Hein. Il y en a beaucoup plus qui sont morts, hein, mais 4000 projets qui sont arrivés au bout du processus. Qui sont en production actuellement avec du ROI. Et pour vous donner une ordre d'idée, hein, aujourd'hui chez Bosch, alors j'espère qu'il n'y a pas PSA, parce que c'est de très très grands clients pour nous, hein, plusieurs milliards. Ils sont pas en loin, termes, hein, on va dire, attention. c'est une boutade, et on est complètement ouvert avec eux, bien entendu. Notre objectif, c'est 30% de gain de productivité si on passe sur la productivité. Et elle est là. Je parle notamment de la maintenance prédictive, mais c'est incroyable les leviers que l'on a au niveau de la maintenance prédictive, sur le haut des machines, etc. La cobotique, c'est la même chose. Il y a plein de sujets par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là de standardisation. Donc 4000 projets qui sont déployés. Aujourd'hui, il y en a environ 400 qui sont devenus des standards.
Et il y en a même aujourd'hui 70 qu'on commercialise à l'extérieur via des entités commerciales comme Bosch Rexroth au niveau du groupe Bosch. Voilà un peu la méthodologie. Donc c'est très simple, comme je l'évoque là, hein, c'est un peu plus complexe qu'on on a 22 divisions différentes en business unit, mais le 4.0, c'est à la fois un problème de volonté de vision, et je rejoins complètement ça, et c'est ce qui s'est passé dans le groupe Bosch. Le board de 10 personnes qui manage 400 000 personnes a décidé d'y aller. Donc voilà, ça c'est clairement. Et après, je fais en bottom-up. Et ensuite, donc, bien, je déploie toutes ces stratégies. Le grand bain, les 4000 projets, et puis il en reste 400, puis 70, Ouais, etc. Voilà, la baignoire d'idées. Juste, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais c'est une matière à discuter qu'on n'a pas forcément évoquée. Associé à tout ça, bien évidemment, les équipes ressources humaines, c'est fondamental. C'est-à-dire, ne considérez pas que cette transversalité qu'amène le numérique ne doit concerner que entre guillemets, le cœur de métier, les études, que sais-je, la fabrication, le contrôle qualité. Hein. Considérez que cette transversalité, elle traverse vraiment toute l'entreprise et que c'est important d'emmener avec vous dans cette transformation à la fois les ressources humaines, même si elles considèrent au point de départ que c'est pas encore le temps, que c'est pas encore la priorité, c'est pas grave, on les associe, et le contrôle de gestion. Parce qu'une direction financière, hein, bien sûr. la direction financière, le contrôle de gestion, parce qu'une entreprise qui opère sa transformation numérique implique que l'on y compte les choses différemment. Les métriques ne sont plus les mêmes. Les opérations fondamentales sur les chiffres ne sont plus les mêmes. Et si vous laissez progressivement l'écart se creuser entre la façon avec laquelle votre direction financière fait son boulot et la façon avec laquelle vous faites le vôtre, les métriques nouvelles que vous induisez, la façon nouvelle avec laquelle il faut savoir faire parler les chiffres, alors à un moment ou à un autre, vous aurez du mal à réconcilier, et en particulier à convaincre les actionnaires, parce qu'au final, ceux qui sont toujours à la manœuvre quand il s'agit de convaincre les actionnaires, c'est les gens de la finance, quoi, hein. On avait une question, madame, au fond. Allez-y. Allô, oui, c'est bon. Bonjour, Pôle Véhicule du Futur Perf-Ouest. J'ai une petite question rapide pour l'entreprise Bosch. Les maintenanciers, d'habitude, aiment bien avoir des technologies qui sont standardisées pour des raisons d'entretien et de réparation. Étant donné que vous avez laissé le choix de la feuille de route à chaque site de production, comment avez-vous fait pour que chaque site ne développe pas ses propres technologies ? Je prends l'exemple des AGV, etc. Eh bien, c'est Paris, justement, de la créativité. On l'a complètement accepté. C'est une excellente question. On a complètement accepté qu'on pouvait avoir 5 ou 6 idées différentes pour le même besoin. Mais justement, on n'a pas voulu brider cela. Parce que dans ces 5, elles sont petites, 5 bonnes. Déjà, le site avait son retour sur ROI, donc c'est parfait, hein, l'objectif était atteint. Et maintenant, c'est la phase de standardisation que j'évoquais qui arrive. Hein, donc là, on est en top-down, où on benchmark, par exemple, ces 5 idées, et va en sortir un standard. Et le standard permettra après de répondre à cette question. Mais au départ, c'est vraiment un pari. C'est vraiment de dire, oui, on peut se tromper, et 2, on accepte les doublons ou les triplons, ou etc. etc. C'est un choix stratégique. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être ? Alors monsieur de nouveau, est-ce que le micro peut venir à vous ? Un droit de réponse. Alors, si j'ai bien compris, au niveau du groupe, vous avez un entonnoir de projets finalement. C'est-à-dire que vous partez de 4000 projets, vous arrivez à 400. Les 4000 existent toujours. Oui, les 4000, ils sont toujours en activité dans le site, au niveau local. D'accord. Simplement, il y en a 400 après qui sont des standards groupes. Voilà. Mais les standards groupes n'écrasent pas obligatoirement ceux qui ont été développés dans les usines. Vous pouvez avoir plusieurs sites qui travaillent en parallèle sur la même thématique. Exactement, c'est la réponse. Et finalement, vous pouvez avoir un site A qui travaille sur une thématique, oui, et un site B aussi. Et finalement, le site A, pour des raisons, n'est pas retenu comme standard. Le projet du site A n'est pas retenu comme standard, et il va devoir, et alors qu'ils se sont fortement impliqués dessus, ils vont devoir, disons, utiliser comme standard le projet du site B. Non, pas obligatoirement, puisqu'il y a dans les parties pris aussi, s'il maîtrise son processus, s'il a eu son ROI,
dans la plupart des cas, il garde cette technologie qu'il a su développer. Dans certains cas, pas toujours. Après, il y a certains où c'est écrasé par un standard. Mais ça, il y a complètement cette possibilité-là. C'est facile à gérer, justement c'est ce qu'on appelle un peu la coopétition. Donc, les sites sont en concurrence, mais ça libère aussi un peu la créativité. Et les gens l'acceptent. Et après, le côté aussi copier. C'est-à-dire que les réseaux sociaux que je vous ai évoqués permettent, avant qu'un site démarre un projet, très rapidement via les réseaux sociaux, savoir si, par exemple, un site au Mexique n'a pas commencé, ou en France, n'a pas commencé ce type de projet. Et la première réaction qu'elle cite, parce qu'il est dans cet esprit collaboratif, ce qui n'aurait été pas le cas il y a 10 ans, où il aurait dit je me renferme sur moi-même, vous allez voir ce que vous allez voir, les Mexicains, je vais faire mieux que vous. Non, il va se rapprocher des autres équipes et ils vont travailler ensemble parce qu'ils ont la même problématique. Voir le responsable, par exemple, je pense au site mexicain par exemple, mettons que ce soit un site français qui souhaite s'associer au projet mexicain, ou l'inverse, il a même la capacité de subventionner. Dire, on mutualise l'effort, moi j'ai un budget d'investissement, je donne 50, 100 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros à votre projet et je deviens sponsor de votre projet. Par contre, j'en bénéficie bien sûr le premier par rapport à mes propres besoins, à mes propres usines. Donc il y a toute cette mécanique qui change au niveau état d'esprit, au niveau gouvernance, et puis aussi c'est le digital qui le permet, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la nouvelle mentalité des collaborateurs, le côté benchmark, copier, etc. Voilà. Et ça, si je peux me permettre, c'est d'autant plus plausible qu'on raisonne les projets de transformation à une granularité fonctionnelle et organisationnelle fine. Donc c'est la notion de petite marche, c'est la notion de petit progrès. C'est pas planifier pour les 3 ans qui viennent la refonte de quelque chose qui représente 50% du chiffre d'affaires du groupe. Parce que sinon, on ne va pas autoriser cette forme de coopétition entre des usines différentes. On ne va pas autoriser qu'à 3 endroits différents dans le monde, on se mette dans la dynamique pendant 3 ans de refondre quelque chose qui représente 50% du chiffre d'affaires du groupe. C'est complètement stupide. Donc cette coopétition, elle est d'autant plus plausible qu'elle s'exerce à une granularité suffisamment fine pour qu'on puisse admettre à quelque part le risque, le coût, que sais-je, des overlaps, mais aussi le bénéfice de ces overlaps, justement, en termes de créativité. Et à quelque part, l'exemple que donne mon collègue, c'est cet exemple de partage que j'évoquais tout à l'heure, puisque comme il l'a dit dans sa présentation, chaque usine est une PME à l'échelle de 200 personnes, parfois 10 000, mais enfin bon, plutôt 200. Donc finalement, ça revient un peu à dire ce que je disais tout à l'heure. Plusieurs PME partagent entre elles une démarche de progrès, parce qu'à l'échelle de chacune d'elles, elle ne peut pas porter l'entièreté de cette démarche, et aussi parce qu'il y a un vrai bénéfice à partager. Parce qu'on élargit l'assiette de retour d'expérience, de contribution en idées, de mise à disposition d'expertise. Il y a beaucoup de mots-clés qui reviennent. Ouverture, partage, pragmatisme, remise en cause permanente. Je crois qu'on a donné beaucoup de bonnes idées et de bonnes pratiques. Et comme le disait mon collègue, partage, parce que le numérique va permettre ce partage. C'est-à-dire que le numérique est un outil fabuleux pour aller justement vers ces démarches de collaboration, de partage, d'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, il outille avant tout la façon avec laquelle on va fonctionner dans l'entreprise pour faire cette transformation numérique de son core business, de la façon avec laquelle on produit ses offres de produits et services, on gère ses clients, etc. Un dernier mot, Pascal Lorrain. Ouais. Un dernier mot. Alors on parlait beaucoup d'usages, notamment en B2B, etc. Là, je pense que c'est principalement une population d'industriels. Et le message que je voudrais vous faire passer, et en termes de conviction au niveau du groupe Bosch, c'est que le manufacturing, maîtriser ses process, avoir l'excellence opérationnelle, etc., c'est vraiment une arme commerciale. Et ça, c'était, je pense, un des paris du groupe comme Bosch, c'est savoir bien fabriquer avec la bonne qualité, maîtriser ses process, continuer à investir dans son outil de production. Eh bien, c'est une vraie arme commerciale. Comme le marketing, comme une bonne force de vente, mais le manufacturing est une vraie arme commerciale. Et moi qui est d'avant tout français, j'ai eu l'impression que ces dernières années, c'est ce qu'on a un peu délaissé au niveau français. Alors, pas pour toutes les entreprises, c'est que bien, on regarde, on visite des industriels français, eh bien ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est clairement, voilà, les usines sont importantes.
au niveau industriel, c'est vraiment très très important. Voilà par rapport à mon dernier mot. On a un peu débordé, mais c'était passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. Et le salon continue encore pour la journée. Nous on se retrouve personnellement à 14h pour une conférence sur la cybersécurité. Merci encore.